bonjour à tous. Donc je vais me présenter brièvement, puis je vais vous dire qu'est-ce que je vais vous faire là dans la demi-heure qui va suivre. Moi j'ai plusieurs casquettes, mais la casquette pour laquelle je suis devant vous est plutôt ma casquette de chercheur associé à un laboratoire de gestion à l'université de Savoie notamment. Et également puisque je suis titulaire et fondateur d'une chaire, le chaire du management durable. Alors mon petit dada, en recherche, c'est le développement d'estime de soi des managers, et je vous dirai pourquoi, de travailler sur cette notion de management durable qui va s'attacher essentiellement à l'animation des hommes au sein des organisations. Et nous sommes en train de travailler, notamment aussi avec l'ANACT, au montage d'une autre chaire avec l'IAE de Grenoble sur le management et la santé au travail, qui sera un peu plus large également. C'est à ce titre que j'interviens là aujourd'hui, mais ça fait aussi plus de 15 ans que j'accompagne des dirigeants, des managers, et également des sportifs de haut niveau à être plus heureux dans leur vie et dans leur activité, en conciliant le plaisir et la performance. Alors, le thème de mon intervention, c'est de définir en gros ce qu'est le bien-être au et par le travail, et de faire le lien entre ce plaisir et la performance. Mon objectif est triple. Le premier, c'est d'avoir une compréhension du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que le bien-être au travail et de la santé au travail, puisque généralement, tout le monde a une idée, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et c'est un peu la difficulté aujourd'hui de reconnaître un peu le territoire. Donc je vais baliser le territoire, même si certainement qu'au cours des tables rondes, on ne va pas tous être d'accord sur ce territoire-là, mais c'est au moins pour en donner un panorama. Et puis, quel est l'intérêt pour les sceptiques, peut-être dans cette salle, de travailler sur cette notion de bien-être au travail? Le second point, c'est de donner une idée de comment s'y prendre. Parce que généralement, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on veut du bien-être au travail et que du bien-être produit de la performance. Mais généralement, on constate que ce n'est pas ce qui est mis en œuvre dans les organisations, puisqu'on constate plutôt de la souffrance que du bien-être, généralement. Et comment faire? Donc je vous donnerai un certain nombre d'axes, en tout cas des points de repère, pour au moins coller les différentes interventions sur cette grille du bien-être au travail. Et enfin, le troisième objectif, c'est de vous donner envie. C'est de vous donner envie à vous tous d'être auteurs et d'être acteurs du bien-être au travail au sein de vos organisations, puisque c'est, je vous le dirai à la fin aussi, c'est l'affaire de tous. Mais au-delà d'être auteur et acteur, il faut avoir un certain courage. Il va falloir oser. Parce qu'il va falloir, on a parlé de culture, il faut aussi oser une nouvelle culture managériale. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi aller à l'encontre ou compléter un management qui sont aujourd'hui installés dans les organisations et qui ne sont pas forcément producteurs de bien-être, même s'ils sont producteurs de performance. D'accord? Parce que si le mal-être ne produisait pas de performance non plus, on aurait déjà résolu la question. Alors mon plan va s'articuler autour de trois étapes. C'est déjà donner une définition du bien-être et de la santé au travail, puisque c'est lié. Deuxième champ d'intervention, c'est de faire le lien entre le bien-être et la performance, mais je vais parler de performance durable. C'est là que ça va faire la différence, justement, et le développement. Et ensuite, je donnerai des axes sur le comment faire, et notamment je vous parlerai de 3 dimensions, une dimension personnelle, une dimension relationnelle et une dimension organisationnelle. Je laisserai une dimension qui est plutôt environnementale, mais les autres en parleront. Et puis je vais questionner à cet endroit-là la responsabilité de qui? Qui est responsable du bien-être au travail? Voilà donc pour le plan d'intervention, mais avant ça, je voudrais répondre à la question qui a été posée sur l'utopie. Parce que maintenant, ça fait plus de 15 ans que j'interviens sur ce domaine-là, et cette question-là, je l'ai depuis 15 ans. Et puis, il y a d'autres collègues qui l'ont depuis bien plus longtemps que moi. Alors, je voudrais apporter un élément de réponse, et puis dire que cette réponse-là, elle n'est pas d'hier, puisque l'utopie, c'est Thomas More qui a un peu alimenté ce mot-là, utopia, il y a 5 siècles de ça, et ce qui est intéressant dans l'histoire, a inventé cette ville un peu parfaite par réaction à, en fait, ce qu'il voyait dans son pays, l'Angleterre, sur
la souffrance que provoquait la capitalisation du monde rural par l'industrie lainière en Angleterre. Donc on parle déjà d'environnement, on parle de développement durable, on parle de bien-être des personnes sur des territoires. Donc on est déjà en plein dedans. Alors je vais vous dire comment depuis 15 ans je réponds à cette question. Il y a 15 ans, quand j'entendais ouais mais c'est une utopie ce que vous dites, monsieur Deloche. Alors je disais, un peu énervé, parce qu'un peu en colère, en disant mais c'est des gens qui contre cette affaire-là, comment ils font. Donc avec un peu d'arrogance, je disais mais les gens qui disent que c'est pas possible ne devraient pas arrêter ceux qui sont en train de le faire. D'accord? Et puis j'ai compris que c'était pas forcément contre le projet que les gens argumentaient. Qu'ils étaient à peu près, que nous sommes à peu près tous d'accord sur le fait que du bien-être, un monde meilleur, on veut tous en croquer. Mais que finalement, la problématique, c'était plutôt j'ai peur d'espérer. J'ai peur de croire que... Faites-moi pas croire que ça peut exister si c'est pas vrai. Parce que l'espoir, on en parle en période de crise, on espère, et puis après on est déçu. On croit que ça va être mieux, puis après on est déçu, donc après il faut gérer la frustration. Et quand on a mal été éduqué à gérer la frustration, et on va en parler aussi dans le management, eh ben c'est un peu difficile de gérer cette notion-là. Donc j'ai décidé de dire, plutôt que de répondre avec arrogance, dans un second temps, de répondre en disant, en fait, que parfois la réalité d'aujourd'hui, c'était l'utopie d'hier. Alors du coup, les gens disent « Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont rêvé à des trucs, puis aujourd'hui, on est dans le rêve de ceux qui ont créé quelque chose. » Donc du coup, ça alimentait l'espoir en disant « Oui, j'ai la preuve que ça peut fonctionner. » Donc ça rassurait un petit peu, mais pas encore assez. Et donc j'ai compris que depuis, c'est l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, que finalement, les gens ne voulaient pas que l'espoir, mais qu'ils voulaient le comment faire. Parce que nous souffrons surtout de comment mettre en œuvre ce monde meilleur, ce bien-être au travail, et donc l'épanouissement aussi, la qualité de vie pour ce qui concerne l'ANACT. Voilà donc c'est à ces questions que je vais essayer de répondre, c'est en tout cas d'alimenter le comment faire, et c'est mon métier aujourd'hui, je le fais au quotidien, à la fois en chercheur et à la fois en accompagnement des gens et des organisations. Alors je vais commencer par, voilà pour Thomas More, je vais commencer par le bien-être au travail. Je vais tout d'abord donner une approche du bien-être et de la santé au travail. Pour vous montrer aussi que c'est une question de regard porté sur l'objet aussi qui va conditionner nos attitudes au quotidien. Donc de manière historique, la santé au travail ou le bien-être au travail, on l'a apporté de manière d'un premier temps sur les atteintes physiques des personnes sur les lieux de travail. Donc on s'occupait des petits bobos physiques. Et puis plus récemment, effectivement, on a entendu parler de risques psychosociaux. On s'est intéressé aux approches psychiques, d'accord, aux atteintes psychiques des êtres humains au sein des organisations. Mais ces deux approches-là, c'est une approche pathogénique. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui va mal, puis après on dit, tiens, si on réparait. Oui, d'accord. Alors que la dynamique que on propose maintenant, qu'on essaye de faire passer, c'est de dire qu'on veut une approche de la santé et du bien-être au travail. Et il y a un mot que vous allez peut-être apprendre aujourd'hui, c'est l'approche salutogénique. Quand on approche salutogénique, ça veut dire je veux du bien-être au travail. Je ne regarde pas ce qui va mal, je regarde ce qui va bien et comment faire pour aller mieux. D'accord? Alors pourquoi c'est intéressant de regarder ça? Tout simplement parce que pour ceux qui ont passé le permis de conduire ou le permis moto, on nous donne une consigne, quand vous avez un obstacle sur la route, surtout ne regardez pas l'obstacle. Parce que la meilleure façon de rentrer dedans, c'est de le regarder. Et quelque part, on s'alimente de ce dont on porte notre regard sur. Hein, c'est comme la nourriture, si je mange des choses qui sont mauvaises pour moi, c'est normal que quelque part, j'en paye le prix derrière. Si je regarde tout ce qui va mal, je vais aussi alimenter quelque part ce truc-là. Et c'est pour ça que quand j'entends que les risques psychosociaux sont à la mode, alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'en occuper, hein, que ce soit très clair. C'est bien, il faut réparer. Mais il faut aussi passer du temps à construire aussi pour que ça ne se reproduise pas du tout. Mais pas simplement en réparant, en repérant les signes avant-coureurs,
mais simplement pour que ça n'arrive pas, parce qu'on va travailler sur une notion de bien-être. Voilà la théorie. Bon, il y en a d'autres qui ont parlé de ça aussi. Effectivement, Maslow qui disait, si on n'a qu'un marteau, on a tendance à traiter tous les problèmes comme un clou, comme outil. C'est un peu l'idée. Et dans cette idée-là, c'est ce que je conseille des fois à mes clients qui viennent me voir dans mon cabinet, c'est souvent, et c'est très français, on attend d'aller mal pour aller mieux. C'est très rare qu'un client dise « je vais bien, mais je voudrais travailler avec vous pour aller encore mieux et encore mieux demain ». Non, j'attends que j'ai quelques atteintes physiques et psychiques, ou sociales d'ailleurs, quand ma femme s'est barrée ou mes enfants sont grands, pour m'occuper de moi. Alors, qu'est-ce que la santé au travail? Alors, je vais donner une définition, le bien-être au travail, une définition qui fait un peu consensus, celle de l'OMS aujourd'hui. Et vous allez voir que même la définition de l'OMS rappelle cette notion à la fois salutogénique et à la fois pathogénique, en tout cas, à contrario. L'OMS dit la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. Hein, des fois, vous posez la question à des gens en disant comment ça va, ils disent ça va pas mal. Oui, et ça te suffit? Est-ce que tu veux simplement ne pas aller mal ou tu veux aller bien? Ah, moi je voudrais aller bien. Ah. Donc effectivement, ce n'est pas l'absence de maladie. Le bien-être, c'est un état complet de bien-être physique. Je suis bien dans mon corps. Psychique, je suis bien dans ma tête, je suis serein dans ma tête. Et social, je suis bien dans mes relations. Alors, relations, bien entendu, pour la santé de l'OMS, c'est partout, mais dans mes relations au travail. D'accord? Alors, je vous ai fait un petit schéma pour résumer ça, parce que la définition de l'OMS, pour moi, n'est pas suffisante. Bon, il rajoute qu'aussi, il faut savoir être en capacité de faire face aux difficultés que nous offre notre environnement et notre histoire. Dans ce petit schéma, je vous montre donc la dimension physique et sociale, d'accord, dans un environnement, mais j'apporte deux notions, parce que le bien-être est aussi dynamique. Et c'est pour ça que quand on parlait de bien-être par le travail, c'est aussi important. Pour nous, pour être heureux, tous ceux qui travaillent sur le bonheur aujourd'hui, ils disent qu'il faut pouvoir agir, il faut être dans l'action dans le présent. C'est-à-dire que j'agis, mais j'agis dans quelque chose, et Victor Vatkin en parlera, j'agis dans quelque chose qui fait sens pour moi. Si ça ne fait pas sens pour moi, si je pose au quotidien des actes qui vont, soit qui ne font pas sens, soit qui vont parfois à l'opposé du sens de ma vie, ben je ne me fais pas du bien. D'accord? Donc il faut agir dans le présent, donc être en action et relever des défis qui sont à la limite de mes compétences et qui peuvent me permettre de me faire évoluer. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le travail est un haut lieu de bonheur. En tout cas, peut être un haut lieu de bien-être, puisqu'il nous permet au quotidien de relever des défis si on nous en donne qui font sens. Première chose. Mais ça ne suffit pas d'agir dans le présent, parce que d'agir dans le présent, au bout d'1, 2, 3 ans, on se lasse. Et on a besoin, pour être heureux, d'avoir une seconde base comme au baseball, d'accord, de savoir où on va aller après, agir dans un présent N+1. Et donc cette envie d'évolution future et du créer du devenir, et c'est aussi, pour être bien, créer du devenir. Comment je reste bankable, comment je travaille à mon employabilité au quotidien pour pouvoir grimper, relever des... Aujourd'hui, ce n'est pas forcément évoluer en salaire ou dans la grille, mais c'est surtout, je veux un autre projet, même si il est au même niveau, je m'en fous. Si ça me permet de jouer sur un autre terrain qui me permet d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir des nouvelles relations, ça va aller. Mais il faut que si je n'ai pas cette perspective-là, les gens qui n'ont pas cette perspective-là, d'un coup, la frustration revient parce que j'ai des envies qui ne sont pas nourries et la peur revient. La peur conduisant notamment à l'inhibition, donc je ne fais rien pour que ça change. Voilà la définition du bien-être, je crois qu'elle fait à peu près consensus pour nous. Maintenant, bien-être, c'est lié le bien-être et la performance. Alors, j'aime à rappeler, et ça va, je vais peut-être inverser l'état d'esprit là-dessus, c'est que c'est quand même notre histoire. Toutes les organisations se sont créées au départ pour participer au bien-être de l'humanité. Bon, on a un peu oublié ce sens-là, d'accord ?
Mais un boulanger s'est créé pour son activité, c'était pour créer du pain pour tout le monde. Ça participait au bien-être de l'humanité. Et quelque part, toute organisation devrait être dans ce principe-là. Et comme l'a rappelé Olivier tout à l'heure, les notions même des Nations Unies en termes de développement le précisent. Tout développement, dans leurs textes, c'est les textes fondateurs qu'on oublie même du développement durable. Généralement, quand on donne une définition du développement durable, on donne le triptyque social, économique et environnement, et puis on donne celle du rapport Brundtland qui dit qu'il faut préserver les besoins pour les générations futures, tout en répondant à nos besoins. Sauf que le vrai sens du développement durable, c'est de contribuer au bien-être et à l'épanouissement des êtres humains. Bien-être et épanouissement. Celui-là, généralement, on ne les voit pas dans les définitions, même au ministère. Mais pourtant, c'est écrit. Pardon ? On y travaille, mais elle date un peu aussi. Hein, mais en tout cas, c'est quelque part toute organisation, tout développement durable ou tout développement doit avoir pour but, comme finalité, le bien-être et l'épanouissement des êtres humains. Déjà ça, si on réfléchit à ça sur nos organisations, est-ce qu'on est utile à, ou est-ce qu'on contribue à l'épanouissement, ou est-ce qu'on détruit? Ce serait pas mal de se poser ces questions-là déjà. Alors la bonne nouvelle, c'est que, ça il y a quelques années quand même, puisque ça date de 87, sous ces textes-là, la bonne nouvelle, c'est que maintenant on a une loi pour ça. On a une loi de 2010 qui a été créée, dont je vous rappelle les articles ici, en tout cas au moins 3 et 4. L'objectif du développement durable, on parle de cohésion sociale et de solidarité pour le coup, et puis en plus on parle d'épanouissement de tous les êtres humains. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est souvent on dit performance et bien-être, est-ce que c'est lié? Finalement la performance devrait être le bien-être. La seule performance qu'on devrait mesurer, c'est le bien-être à la sortie, quoi. Déjà à la sortie. Donc déjà, cette notion de bien-être comme but du développement, ça donne du sens. Et puis ça permet de voir peut-être que les organisations dans lesquelles on est ne contribuent pas forcément à ça. Déjà. Donc bien-être et performance, mais le bien-être comme but, c'est une bonne chose. Mais dans le cadre du concept de management durable qu'on a créé au sein de la chaire, c'est de dire c'est bien de créer du bien-être en sortie, mais si on produit du bien-être en sortie en produisant du mal-être pour le produire, ça n'a pas de sens. Vous me suivez? D'accord? Si développement durable, si au ministère il y a une vocation d'amener quand même pour les générations futures à mieux, si en le produisant c'est avec de la souffrance, ça n'a pas de sens. À moins que les gens qui sont dedans ont choisi le sacrifice. Et ça, c'est un choix personnel. Donc l'idée du management durable, c'est de dire justement, de prendre cette notion, de dire le management durable considère le bien-être comme le but, mais comme le moyen de la performance. Et ça choque personne de dire que des gens qui sont bien produisent mieux. On est tous d'accord là-dessus. Tout le monde veut du bien-être, les gens bien produisent mieux, donc quelquefois quand je travaille pour le milieu financier, on voit bien que c'est même pas antinomique, l'argent, on peut gagner de l'argent en étant bien aussi dans nos relations. Alors je vais comparer un petit peu de choses, ça veut dire que le management durable nécessite pas simplement de réécrire des bouquins, etc., mais nécessite une posture managériale qui est complètement différente. Alors posture managériale, mais on va parler des syndicats aussi tout à l'heure qui vont s'exprimer, mais ça veut dire aussi peut-être un syndicalisme qui est différent. Donc je vais comparer un peu le management pathogénique, que j'appelle de mon grand-père, mais c'était pas forcément comme ça qu'il faisait lui, au contraire. Mais un management pathogénique qu'on connaît bien, généralement dans les organisations, c'est en gros, on fait péter les grades, et la légitimité vient du grade. Et quelque part, on fait un management par la peur. Moi, j'ai plein de managers et de dirigeants que je suis qui me disent « Ah, t'as vu comme ils me respectent ?» Je dis « Non, ils ont peur de toi, oui, mais ils ne te respectent pas. » C'est une grosse différence, une grosse illusion là-dessus de certains dirigeants. Et puis, une relation de domination. Alors que le management durable, on va être dans du sens. C'est créer du sens, mais au-delà de le créer, c'est de le donner des fois. Alors certains ont de la difficulté à le donner, le sens. C'est un management où on va être dans la confiance, dans une relation de confiance plutôt que dans la peur. Vous voyez déjà le changement de posture, d'accord? Et puis dans une relation, on va être dans la coopération. Il y en a un pathogénique qui consomme les ressources
et quand je parle des ressources, c'est consommer aussi les gens de l'intérieur. Quand on parle de burn-out, on en est là. L'autre qui consomme des ressources, mais qui les génère en même temps. Et c'est ça le durable. Si je ne les régénère pas mes ressources, s'ils ne me donnent pas les moyens, je vais dans le mur. En tout cas, alors c'est la vision future là-dedans, mais il faut avoir cette différente posture. Mais bien entendu, la difficulté, c'est quand vous avez déjà des managers et des dirigeants qui ont peur, qui sont dans des instabilités ontologiques, c'est-à-dire de l'intérieur, ils ne peuvent pas passer à un management durable. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est pour ça que mon petit dada, c'est le développement de l'estime de soi des managers. C'est pour ça que le management durable, c'est une sorte de vocation intrinsèque à développer des habiletés. Pour le dire vulgairement, mais souvent quand je le dis comme ça passe clairement, c'est pas les gens qui sont bien dans leur pompe qui font chier le monde. Voilà. Donc travaillons, faisons en sorte que les managers, les dirigeants, les salariés soient bien dans leur pompe. Mais ça nécessite des changements fondamentaux dans les cursus de formation des dirigeants, voire de tout le monde d'ailleurs. Et ça, culturellement, on a du mal. Moi, j'étais à une conférence la semaine dernière avec une Québécoise. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. Quand je dis 10 ans, c'est là-dessus. Ils travaillent, surtout là-dessus. Le reste, la gestion, on l'apprend dans les bouquins. Mais travailler sur le développement personnel, le renforcement ontologique, ça, on ne fait pas trop. Sauf à l'IFOR, bien entendu. Alors, d'autres l'ont dit avant moi, sur justement qu'il faut du coup prendre en considération la dimension psychologique et relationnelle du travail, la dimension humaine tout simplement du travail. Et c'est là qu'on me pose la question, oui c'est bien beau tout ça, mais maintenant, et comment ? Alors, je vais vous dresser un panorama assez large, c'est de dire que je vais poser la question de la responsabilité. Parce que souvent, dans la posture, notamment les RPS, ou la posture pathogénique du travail, l'approche de la santé au travail, on cherche des coupables. On cherche des coupables. Qui c'est le vilain ? Est-ce que c'est le vilain dirigeant, c'est le vilain patron, c'est les vilains actionnaires, ou c'est les vilains salariés, ou les vilains syndicats ? Gouvernement aussi, alors là, ils en prennent aussi, effectivement. Alors j'ai essayé de vous mettre, alors il n'y a rien de scientifique dans l'approche, mais simplement vous dire qu'il y a différentes dimensions. Une dimension personnelle, vous voyez que la dimension personnelle du bien-être au travail, c'est nous. Et j'ai mis un petit curseur, quand c'est vert, c'est notre responsabilité, et quand c'est violet, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Vert, la responsabilité de mon bien-être, elle m'incombe à moi. Souvent je dis, arrêtez de confier votre bien-être à votre patron. Ce n'est pas son job. À votre patron ou à votre conjoint, ça marche aussi. C'est pas son job. C'est notre job de travailler sur notre bien-être. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut savoir quel est votre bien-être et qu'est-ce qui vous fait vous rendre heureux. Il n'y a qu'une seule personne. Alors j'ai posé ma question à mon fils, cette question-là à mon fils qui a 7 ans. Je lui ai dit, c'est qui ? Il m'a dit, le Père Noël. Alors je ne pensais pas à ça, bien entendu. Mais la seule personne, effectivement, il n'y a que nous qui savons ce qui peut nous rendre heureux. Personne d'autre. Quand on confie notre bien-être à quelqu'un du monde extérieur, il ne faut pas se plaindre qu'il ne le fait pas comme il faut. Donc déjà, il faut se responsabiliser. Et le management durable, c'est un management de la responsabilité. Et responsabilité, c'est quoi ? C'est assumer ses choix, ses actes, ses paroles, mais aussi ses non-choix, ses non-actes et ses silences, et les conséquences de ceux-ci. C'est pas facile d'être responsable. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'oser et d'avoir le courage de. Donc dimension personnelle, dimension relationnelle, c'est la deuxième partie que je voulais aborder avec vous, et là c'est 50-50. Dans la relation, nous sommes responsables à 100% de 50% de la moitié de la relation. On peut poser des demandes, après on a une réponse. Il faut assumer aussi la moitié de la responsabilité de cette relation. Donc c'est la relation de travail avec les acteurs, d'accord ?
Mais bien entendu, quand on a peur, c'est difficile. Et puis la responsabilité organisationnelle, donc là c'est la question du sens. Une organisation existe parce que normalement il y a un sens à son existence et à son fonctionnement. Et donc ça, il faut qu'on puisse le repérer. La dimension environnementale, d'autres en parleront, c'est le contexte, c'est les plantes, c'est la lumière, etc. Mais quand on parle sur les enquêtes sur le bien-être au travail, généralement ce qui ressort, c'est la qualité de vie au travail est conditionnée quasiment par la qualité des relations au travail. Alors, dimension personnelle, effectivement, vous êtes responsable de ça. Alors, je vais vous donner un schéma, mais il est un peu compliqué, ça mériterait plus de temps pour pouvoir le commenter. Je parle d'écologie personnelle, il faut travailler à son écologie personnelle. Seul vous pouvez savoir quels sont vos besoins, vos valeurs, et comment travailler cette écologie personnelle. Alors, il faut travailler déjà à son intégrité physique et psychique, mais quand on parle d'intégrité physique et psychique, on est simplement dans « j'ai pas mal », il faut travailler à « quelle est ma zone de confort ?» Comment travailler pour que je sois serein, confortable et en pleine vitalité. Donc il faut travailler à cette zone-là, la connaître, la protéger et la développer. Et ça demande un travail personnel, un engagement personnel là-dedans. Si on ne se connaît pas, on ne sait pas dans quel... Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, comme disait Sénèque. Donc il faut savoir où on veut aller et qui on est. Sans ça, c'est difficile. Donc je vous disais, effectivement, il ne faut pas confier son bien-être au patron, c'est notre responsabilité. Dimension relationnelle, donc 50% de la relation, qui va déterminer la relation, la qualité de vie au travail. J'ai tendance à dire qu'on n'a jamais eu autant d'outils de communication qu'aujourd'hui. Vous en avez dans vos poches, sur vos genoux, etc. On en a derrière moi, devant moi, etc. Partout. Mais on n'a jamais été autant handicapé de la relation. Il faut voir le courage managérial où on recadre par mail, par SMS, une personne qui est à côté dans le bureau. Donc l'idée, c'est que le product technique, on a travaillé sur le product technique, surtout sur les process en management, mais avant tout, il faut travailler maintenant sur le progrès de la communication humaine et de la relation sociale. Je parle ici de sanité relationnelle. Sanité, c'est un vieux mot, mais qui me parle bien à moi, qui parle de santé, de côté sain de la relation. Donc c'est la qualité des liens et de créer ce qu'on appelle un environnement capacitant. C'est quoi un environnement capacitant? Les personnes au sein des organisations, seules ou collectivement, ont des capacités, ont des ressources. Mais généralement, on ne leur permet pas de pousser. C'est-à-dire que déjà, souvent on fait des conférences sur la motivation, on dit avant de les motiver, arrêtez de les démotiver, quoi. Et aujourd'hui, dans les formations de managers, on se dit, mais qui nous laisse travailler, quoi. D'accord? Donc cet environnement capacitant dont on a dit tout à l'heure, je vous donne 5 axes. Premier, c'est clarifier la relation de travail. La plupart des conflits dans les entreprises, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on demande aux gens. Et chacun imagine ce qu'ils ont à faire. Et c'est le côté contribution, rétribution, contribution. Qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce qu'on m'apporte? Et ça nécessite de communiquer et de dire vraiment ce qu'on attend des autres. Mais ça demande aussi au manager de dire « j'attends ça de toi » et ne pas avoir peur que l'autre dise « bah non ». Ça nécessite de responsabiliser aussi, et là ça vient sur une notion de il ne faut plus que les managers aient peur de faire preuve aussi d'autorité. L'autorité, ce n'est pas un vilain mot. Les entreprises, c'est pas une démocratie. Les organisations ne sont pas des démocraties. On est là pour quelque chose, pour faire quelque chose, et on attend que vous le fassiez. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire je recadre par rapport à ça. Communiquer de manière assertive, c'est une communication authentique, c'est arrêter de communiquer avec des masques défensifs de peur, des masques d'autoritarisme, des masques d'ego, et revenir dans quelque chose de sain. On a parlé de reconnaissance et de soutenir aussi, c'est un des 4e axes. Reconnaître et soutenir, apporter du feedback. Comment je suis là pour toi? Un manager, il doit être là pour permettre à son équipe d'être autonome. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait se rendre inutile. Mais d'autres ont compris l'inverse, c'est qu'ils se rendent inutiles avant de bien les manager. Donc Et enfin, cultiver la relation, et il me reste 1 minute, cultiver la relation, on parle de convivialité. C'est comment je crée un cadre qui permet
aux gens de bien pousser, d'avoir envie de travailler. Ce désir dont on a parlé tout à l'heure, c'est la convivialité. Quand les gens font la gueule au travail, mais c'est terrible. On a asséché la relation, la convivialité dans les organisations, notamment avec les 35 heures qui ne fait pas du bien là-dessus, où on a enlevé les pauses café, tous les espaces informels de régulation. Paf, on a fait péter tout ça, alors que c'est ce qui créait de la régulation sociale, où des gens se rencontraient et qui ne se rencontraient pas dans d'autres lieux formels. Dimension organisationnelle, 5 points aussi, c'est le partage des responsabilités. Et là, on est dans la question du sens. Et là, c'est de la responsabilité de l'organisation et des managers d'apporter ce sens-là. Pour qui on travaille et pour quels besoins. Ça, c'est le sens premier des organisations. Une organisation existe que parce qu'elle répond à des besoins de parties prenantes. Sinon, elle n'existerait pas. D'accord? Donc déjà, c'est le sens, pour qui on travaille et pour quels besoins. Deuxième chose, c'est qui nous sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? On a parlé de valeurs auxquelles je suis rattaché ou pas. Valeurs, alors ce n'est pas forcément celles affichées sur les sites internet, c'est celles que nous partageons collectivement au sein de l'organisation et pour lesquelles nous avons envie de travailler. Et donc le métier, c'est-à-dire quel est notre métier? Alors, il y a eu une sorte d'explosion des métiers dans ce ministère-là, donc c'est aussi on perd du sens, on dit c'est quoi mon job? Alors qu'il y a des fortes identités avant. Et puis, ce qui fait le lien entre qui nous sommes et les besoins des personnes, c'est quel projet on apporte. C'est quoi l'offre de service, la qualité, c'est quoi notre ambition à nous. Et enfin, quand on a défini ça apporte du sens. Je sais pour qui je travaille, c'est quoi mon métier et comment je dois le faire. C'est quand même simple. Hein. En tout cas, c'est simple, c'est du bon sens. Quand je dis tout ça, c'est du bon sens. Tous les gens me disent c'est du bon sens. Mais on s'aperçoit que le bon sens doit être compliqué à mettre en œuvre dans les organisations. Hein, c'est pas parce que c'est du bon sens que ça s'applique automatiquement. Et puis, bien entendu, quand on connaît le projet, c'est quoi? C'est comment on va s'y prendre en termes de ressources. On a besoin de quoi pour le faire? De compétences et de responsabilités. Et comment on va organiser tout ça? Et finalement, qu'est-ce qui est légitime dedans? C'est le projet, et donc il est attaché aux besoins des personnes. Et après, c'est soit tu es compétent, soit tu es responsable de quelque chose. Le reste, c'est que de l'ego et des enjeux de pouvoir. Donc si tu es capable de mettre autre chose que ça, que de l'ego et des enjeux de pouvoir, en me disant pour qui je travaille, comment et comment c'est équitable, là je vais avoir envie de travailler pour toi, parce que ça fait sens. Pour conclure, je vais conclure sur un article qui est paru il y a quelques semaines dans la Tribune et dans Le Monde, repris d'un article scientifique de confrères qui ont fait une étude, notamment sur des entreprises de services financiers, et qui sont aperçus dans leur étude que finalement on avait une culture de la stupidité. Une culture de la stupidité organisationnelle, un management de la stupidité. C'est-à-dire que, en fait, dans cet article-là, je vous le fais courte, pour respecter le temps, c'est en gros, on dit « faites et réfléchissez pas ». Moi, je l'ai entendu dans ce ministère, un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. Ouais. Donc c'est faites et réfléchissez pas. Et finalement, quand alors ça arrange les dirigeants, les managers, mais ça arrange aussi les salariés. Parce que finalement, ils ne se posent plus de questions non plus. Alors ça arrange les dirigeants et les managers parce qu'il n'y a plus de confrontation. On ne pose plus la question qui dérange. Mais du coup, on n'a plus d'alerte. On n'a plus d'alerte. On n'a plus de créativité. On n'a plus d'innovation. Quand on manage avec le management de la stupidité. Et finalement, cet article, moi, il m'a beaucoup parlé, pas que pour le service financier. Moi, les entreprises de services financiers, eux, ils expliquent que ça pourrait être la raison de la crise financière. Parce que quand on rend les gens bêtes, quand on considère les gens comme bêtes, ils nous en donnent pour notre argent. Eh oui, d'accord? Et donc, à travers cette question du management durable et du bien-être au travail, la question, c'est surtout un management d'intelligence et de faire confiance à l'intelligence et au potentiel de chacune et de chacun d'entre nous. Merci de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.